brisé. Maman, oh, viens voir, ça me dépasse. Oh. Le pays, oh, papa, de la pâte. Oh. On vit des webisans tous les jours, ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, mais oh non, la mort de l'évêque. Aujourd'hui on veut masquer beaucoup de projets oh, qui aujourd'hui ont foiré. Je n'étais pas venue à Yaoundé pour aller en prison, j'avais juste quelques affaires pour quelques jours. C'était pour écrire au président de la République que je suis allée à Yaoundé. Plutôt que de partir, contrairement à ce que... Parce que beaucoup de gens m'ont dit, il faut partir. Même M. Soga, quand il était au ministère, m'avait déjà envoyé ce type de message. De quitter le Cameroun. Mais pourquoi elle part pas? Pourquoi elle reste là? Elle est gonflée. Elle continue de défier les gens. Pourquoi elle part pas? Et moi je répondais aux gens, je ne suis pas une voleuse, je ne vais pas m'enfuir, je suis avocate. Et si je défends les autres, je dois pouvoir me défendre moi-même. Et pas m'enfuir. Mais je n'avais pas encore compris ce que c'était ce rouleau compresseur. Je ne dis pas que je serais partie quand même, parce que je suis fière d'être restée. Et d'avoir survécu à tout ce que j'ai vécu, à l'enfer, aux tortures, aux agressions, à toutes sortes de choses. En prison, vous étiez agressée? Oh, j'ai été agressée plusieurs fois. Par des femmes, par des hommes? Par des femmes. Par les femmes. Parfois des hommes qui vous menacent comme ça, là. Parce que vous êtes une voleuse. Au début, ça a été très très dur. Quand vous arrivez avec la presse qui vous a précédé, avec ces radios qui disent... En plus, cette femme-là, elle a des milliards, elle a une fortune, elle a des milliards. Tous les milliards qu'Ababa a détournés, c'est elle qui les cache. Elle est riche à milliards. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir cet immeuble. Dites-moi, Maître Youm, est-ce que vous en voulez à la presse camerounaise? À cette presse camerounaise-là? Moi, je n'en veux à personne, à vrai dire. Si vous n'en voulez même pas à Amadou Ali? Non, parce que j'aimerais qu'il reste en vie longtemps pour qu'on se recroise de nouveau et qu'on se parle. Parce que maintenant, je suis libre. Je suis en France, je suis au barreau de Paris. Je suis fière et heureuse et très très honorée d'avoir été accueillie comme j'ai été accueillie en France par les barreaux, par tous les barreaux, par mes confrères qui m'ont donné la force de passer cet examen, par de rentrer au barreau, par tous mes amis. Par le CLDP, dirigé par Joël Diengo et son épouse. Il est là à côté et à vrai dire, Joël, je ne sais même pas s'il y a des mots pour lui dire merci parce que cette équipe-là, désintéressée, qui ne défend que l'état de droit et par ricochet des personnes comme moi qui se retrouvent embastillées dans un système aussi vicié et vicieux, comme je l'ai dit, je viens de le dire, vicié et vicieux. Il faut aussi dire que l'essentiel du combat, c'est l'hygiène qui l'a mené. Il y avait donc le CLDP emmené par Joël, il y avait SOS Racisme emmené par Dominique Sopor. Oui. Il y a eu voilà, tous qui m'ont reçu avec tellement d'honneur quand je suis revenue. Vous ne pouvez pas savoir comment tous ces barreaux, celui de Haute-Seine qui me donne une médaille, celui de Paris qui m'accueille, qui m'ouvre les bras, qui me rétablit quelque part, qui me réhabilite quelque part. Parce que j'attends toujours cette réhabilitation. Au Cameroun, j'ai porté plainte en France et on m'a trouvé gonflé. Qui vous a trouvé gonflé? Tout le monde. Toute la presse a trouvé... La presse camerounaise ou française? Mais c'était un événement. La presse camerounaise ou la presse française? Ah non, la presse française, elle a enquêté. Que ce soit Libération, que ce soit RFI, que ce soit l'Express, que ce soit la Lettre du Continent, que ce soit, je ne sais même pas, toute la presse française, que ce soit le Canard enchaîné, que ce soit... Quand j'ai réussi à communiquer en secret, et que je communiquais avec ma reine, non, avec eux, on avait une technique. C'est pourquoi j'insiste, parce que la personne qui était mon interface, c'est une très jeune fille que j'adore, qui s'appelle... Insoupçonnable. On va pas la citer.
Non, elle n'a peur de rien. Elle est française, elle est dans un pays libre. Est-ce qu'elle est au pays des merveilles? Elle est au pays... oui, on peut appeler. Est-ce qu'elle est au pays des merveilles? Alice. Salut Alice. Que je salue. Très jeune. Sa mère, et qui a fait un travail extraordinaire. Sa mère, Béatrice, avec qui j'échangeais pratiquement, je partageais mes joies et mes peines, parfois de l'humour, parce que quand je lui disais, mais il y a des rats qui me font pipi dessus, qui me traversent, il y a des cafards, je racontais toute ma petite vie dans ce quartier insalubre, qu'on ne peut même pas définir, qui ne s'appelle pas prison, encore une fois. Les photos existent, hein, du moment où j'y étais. Avec des femmes, j'ai trouvé une avec photo, des enfants. vous étiez couché en dessous, un lit en l'état, vous étiez couché en dessous, je crois bien. C'est l'unique photo que j'ai trouvée. En fait, c'était pas moi. C'était pas vous, c'était quelqu'un de vous. Étiez où? J'étais en face de cette personne. Mais oui, mais c'était tellement petit que c'était difficile. Mais en réalité, celle qu'on voit sur cette photo est enchaînée. Oui, elle a la tête rasée. Parce que vous dites que vous n'avez pas le temps. Mais je vous décrirai le chemin de croix des prisonniers de Kondengui. Et tout ce qu'on appelle quartiers spéciaux, prisonniers de luxe, traiter des hommes et des femmes comme on les traite dans ce pays. Quand on veut être respecté, on respecte ces prisons. Quand on veut être respecté, on respecte les conventions internationales, signées et ratifiées. On respecte son code de procédure pénale, pour lequel on a fait tellement de publicité. À telle enseigne que quand j'ai vu le Premier ministre Inoni arriver, ouais, Inoni est failli. Ce jour-là, avec le ministre Marafa, j'ai dû lui dire, mais monsieur le Premier ministre, c'est le monde à l'envers. Vous aussi ici? Vous aussi ici. Vous qui m'aviez reçu après toutes ces histoires et qui m'aviez assuré que toute cette affaire est clarifiée, elle est terminée. Parce que à ce moment-là, je parle que de moi. Et puis vous qui avez fait tellement la promotion de ce code de procédure pénale, qui disait que l'habeas corpus serait effectif. Parce que l'habeas corpus, pratiqué dans notre zone anglophone, est protecteur des droits et des libertés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un policier n'a pas le droit de vous arrêter sans justifier du motif de l'arrestation. Et il doit vous faire comparaître immédiatement. Et toutes ces choses qu'on casse aujourd'hui, qu'on veut casser, cette richesse du Cameroun francophone et anglophone. Vous savez quoi, mais... Moi, je suis très inquiète. Excusez-moi de vous le dire. Je suis très inquiète de ce qui pourrait se passer. Parce que j'aime ce pays profondément. C'est mon pays. Et je dis à tout le monde, et je l'ai dit publiquement à tous ces gens qui disaient elle a pris la nationalité française pour fuir la justice camerounaise. Je leur dis, ah non, la France qui m'a accueilli, qui me protège, qui a fait que j'avais droit à cette nationalité, elle était de droit, et qui me l'a donnée rapidement pour que je bénéficie de la protection consulaire. La France ne m'a jamais demandé où j'étais née, d'où je venais, ni quelle couleur j'avais. Je suis devenue française parce que j'y avais droit. Et que comme mon pays, le Cameroun, m'avait exposé, m'avait bafoué, m'a piétiné, n'a même pas respecté les lois votées par elle-même. Parce que ce pays est vicié, c'est pour ça que j'appelle cela le vice. Le vice part des lois même qui sont votées. On y glisse quelque chose. On vous dit par exemple, le délai de détention ne doit pas excéder 18 mois. Et d'ailleurs, ne doit pas excéder 12 mois. Ensuite, il peut se proroger à encore 6 en cas de crime. Alors, à quel moment on décide que on vous a arrêté parce que vous avez commis un crime? Est-ce que vous avez déjà été jugé? Non. Mais on proroge quand même à 18 mois. Et à partir de là, on vous dit que le juge d'instruction a l'obligation, si vous n'avez pas été jugé, il doit vous libérer
Sinon, il est susceptible de poursuites disciplinaires. Disciplinaires. Ouais. Je n'ai jamais entendu au Cameroun, avec toutes ces violations, que tout ce monde-là, grand ou petit, connaissent au Cameroun, je n'ai jamais entendu qu'un juge ait été poursuivi disciplinairement pour avoir violé les lois camerounaises. Au contraire, ils sont protégés. C'est pour ça que je dis que tout cela est vicié. Et quand, en droit, la procédure est viciée, tout est vicié. Et quand j'ai obtenu l'avis du Haut Commissariat des Nations Unies, du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, c'est comme un signe du ciel, parce que c'est comme ça que j'ai pris ça. J'étais devant la Cour suprême ce jour-là, parce que cette loi sur le TCS prive les Camerounais d'un second degré de juridiction. On n'a pas le droit de faire appel. On n'a aucune chance. Quand on est condamné dans le cadre de l'opération Épervier, vous allez à la Cour suprême, on confirme. Dans mon cas, et parce que la pression venant de la France était tellement forte qu'ils ont dû décider en grande instance devant le TCS d'acquitter le ministre Abba pour montrer que finalement c'est pas une affaire politique et que si je suis condamnée, c'est simplement parce que j'ai détourné des fonds publics, mais c'est simplement parce que en réalité ils n'avaient rien et qu'ils ont pris les devants en le faisant enfermer pour autre cause. Et c'est pour ça que le même article 221 dit toujours s'il n'est enfermé pour autre cause. Et ça explique pourquoi, pour beaucoup de gens, les procédures sont multipliées. Et ça forme un imbroglio tel que vous ne savez plus jamais quand est-ce que vous sortirez de prison. Vous êtes condamné, poursuite sur poursuite, condamnation sur condamnation. Les procès sont saucissonnés. Les procédures sont saucissonnées. Elles sont saucissonnées. Vous êtes poursuivi pour la même affaire divisée par 4. Je suis heureuse d'être là. Je suis une survivante. J'ai survécu. Vous savez quoi, je ne me suis pas laissée faire. Je me suis battue. Les gens ont eu peur pour ma vie, surtout ma famille. Parce que dans cette prison, je vous ai dit, elle tue, elle empoisonne. Oui. On y empoisonne les gens. Et tout le monde dans cette prison le sait. Même les autorités le savent. Que même des bagarres entre prisonniers peuvent finir par un empoisonnement. Que des gens peuvent acheter d'autres gens pour qu'ils empoisonnent d'autres personnes qui peuvent être emprisonnées. Et moi, je continue de dire à tous mes camarades, faites attention. J'ai été aidée par tellement de petites gens, parfois ce qu'on appelait des délinquants ou des délinquantes, pour me trouver de l'eau, pour porter mes affaires, pour m'aider, pour m'assister. On s'entraidait. C'est pour ça que dans cette prison, j'ai beaucoup d'enfants. Quand ils m'écouteront, les daddies, les papis, les désirés, quand ils m'entendront, et même mes coachs sportifs, parce qu'il fallait que je fasse de l'exercice dans la puanteur, dans le bruit. Le bruit en Kondengi, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est l'enfer. Cette nuit-là, je suis arrivée dans une cellule où il y avait des femmes qui se couchaient par terre. Elle est 12 à 13 mètres carrés. Il y en a une qui m'a prêté sa couchette. Ça sentait avec des odeurs, de la transpiration, une telle chaleur, des toiles d'araignée, des lampes qui ne s'allument pas. Quand vous y entrez, c'est comme si vous vous enfonciez en enfer. Et quand, comme je ne fermais pas l'œil, le jour se lève avec des prières et toutes sortes de choses. Vous vous dites, mais est-ce que je peux survivre ici? Je me suis posé cette question-là cette nuit-là. Est-ce que tu te donnes la mort
ou bien tu te bats. Mais je crois que quelque part, j'ai un instinct très très fort de résistante et de combattante de l'injustice qui m'a dit ok, tu ne meurs pas, tu vis, tu survis et tu te bats. Est-ce qu'il y a eu des suicides en prison? Je n'ai pas connu de suicide, mais j'ai vu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Morts par maladie, empoisonnés, accidentés? Grosso modo, maladie ou agression. Ça veut dire il y a des gens qui pouvaient s'entretuer pour un beignet de 10 francs avec égorgé, avec des armes blanches qui se fabriquaient. Une simple lame de rasoir devient une arme redoutable entre eux. Le quartier des femmes où je suis rentrée était collé avec l'infirmerie que moi j'appelais le mouroir, parce que tous les matins quand on ouvrait le portail et que je sortais là, parce que quand on en parle, on peut croire que la cour est grande, hein. C'est de petits endroits comme ça là. Mais j'essayais de faire mes exercices. Pardon. Il y avait des toilettes qui ne fonctionnent pas, que ces jeunes doivent vidanger à la main, il faut avoir beaucoup d'argent. En fait, il faut bénéficier de beaucoup de solidarité pour que vos familles aient le courage même de venir vous voir. Moi, j'admire ma famille, j'admire mes amis, tous ceux qui ont parcouru cette cour-là tous les jours, tous ceux qui ont formé cette chaîne de Douala, Yaoundé, Kondengui, pour moi, pour que je survive. Mes sœurs, comme on les appelait. On les appelait quand elles arrivaient, voilà, les frères de Maître Youm, les sœurs de Maître Youm. C'est grâce à eux que j'ai survécu. En sachant également qu'à l'extérieur, j'avais le soutien indéfectible de tous mes amis. C'est grâce à cela que j'ai survécu, parce que j'ai un amour profond de ma profession. Moi, je ne suis pas arrivée à la profession d'avocat par hasard. Je l'ai choisie. Et je l'ai choisie parce que c'était un idéal de justice, d'entraide, de solidarité. C'est ce que je voulais faire. J'ai choisi le métier que j'ai voulu faire. À 25 ans, j'étais avocate. Le projet que j'ai réalisé à Douala, ce bâtiment, je n'ai pas attendu ce procès ni ce recouvrement pour le réaliser. Parce qu'il fallait déjà acheter le terrain. C'est un cabinet qui appartenait aux premiers avocats à Douala, qui s'appelaient Maître Ninine et Maître Bonnard. Il y avait les Viazi et compagnie, les plus grands avocats. C'est eux qui ont constitué cette société qui s'appelle SCI Thémis. Parce que quand on parlait de SCI Thémis, c'est comme si j'avais fait un montage tellement compliqué que pour cacher de l'argent. Non, j'ai acheté des parts d'une société civile immobilière qui s'appelait déjà SCI Thémis. Je n'ai rien changé parce que ça rappelle la justice Thémis. Donc j'ai trouvé ça beau, j'ai gardé le nom. J'ai racheté les parts de Maître Ninine, Maître Bonnard. Maître Ninine était partant. Maître Bonnard était déjà parti à la retraite et malade. Et les deux ne s'entendaient pas. Les deux étaient fâchés. Il s'est passé quelque chose qui a fait que ce soit moi qui règle ce problème et qui rachète les deux parts. Les deux parts. Oui, parce qu'ils étaient en litige. Parce que Maître Nini avait estimé que Maître Bonnard n'avait plus de part dans la société. Société civile professionnelle d'avocats. Société civile immobilière plutôt. Et qu'il n'avait plus de part. Et lorsqu'il a décidé de vendre, c'était à prendre ou à laisser. Cet endroit est situé à Bonandio. Et que je vous dise, il n'y a que les très riches, apparemment, qui achètent des terrains à Bonandio. Mais moi, j'ai bénéficié du fait que je me suis retrouvée. Quand je suis allée voir Maître Ninine la première fois, il m'a dit, oh ma petite fille, il m'appelait comme ça.
Vous n'avez pas les moyens. Vous n'aurez pas les moyens de payer. Et il m'a sorti un chiffre. Je dis en effet. Et puis quelques mois plus tard, c'est lui qui revient me voir dans mon cabinet à côté de la caméra à Bonadio. Qui me dit finalement j'ai réfléchi. Parce que vous êtes une consoeur. Parce que vous êtes en mesure de comprendre ce qui fait problème dans ce dossier, qui fait que je n'arrive pas à vendre. Parce que quand les gens se rendaient compte qu'il y avait un litige et que c'était entre avocats et que l'affaire était devant la cour d'appel, ils se disaient, bon, bah, on ne va pas mettre notre argent là-dedans pour rien. Et donc, c'est lui qui vient me trouver et qui me dit, j'accepte de vous vendre mes parts. Si vous acceptez de récupérer le procès à votre compte contre Maître Bonnard. Alors je lui dis, j'accepte. Mais je ne récupère pas le procès contre Maître Bonnard, qui a été président de l'Assemblée générale des avocats pendant tellement longtemps. Parfois les avocats, les jeunes avocats au Cameroun disent aux plus anciens, elle ne me reconnaît jamais. Non mais moi je me présentais chaque fois que j'étais devant Maître Nini, bonjour maître, je suis Maître Lydienne Neyou. Tous les jours, je le faisais. Et plutôt que de récupérer le procès contre lui, moi j'ai cherché à rentrer en contact avec ses avocats à Yaoundé et avec lui. Et je lui ai dit voilà, je ne veux pas rentrer dans ce litige-là. À titre personnel, je considère que vous avez vos droits dans cette société. Alors, si vous me faites un prix, je vous rachète vos parts. Mais moi, je ne suis pas très très riche. Et il me dit, mais c'est pas possible. Je ne savais plus qu'au Cameroun, je ne savais pas qu'au Cameroun, ça existait encore. Des personnes comme vous. Parce que pour moi, j'avais perdu tout. Je suis rentrée. Je ne savais pas, je suis vieux. Vous savez, il avait déjà 90 ans et plus. Il dit, je ne sais pas combien de temps je vivrai encore. Et il m'a fait son prix. Et j'ai payé son prix. Et donc j'étais tellement heureuse d'avoir acquis ce terrain-là, ce cabinet-là. Pas sur les cendres de quelqu'un, mais avec sa bénédiction. Ce monsieur-là, ce vieil homme, est venu assister à mon mariage en 2006. Tellement il a été touché par mon geste. Il est venu assister à mon mariage. C'est comme ça que j'ai acquis cet endroit. Après avoir vendu le terrain et la maison que j'avais presque construite, à vrai dire, à Bonapriso sur l'avenue de Gaulle. Et sans rien dire à ma famille, ni à mes amis qui pensaient que j'étais folle quand j'ai décidé de vendre. Et d'ailleurs, beaucoup de magistrats aujourd'hui qui sont au TCS et compagnie ont parfois voulu racheter ma maison à Bonapriso. Donc ils savent très bien que j'ai dû la vendre pour acheter Bonadio. Et qu'avec mes économies, j'ai pris un emprunt bancaire à la BICEC de 700 millions pour bâtir sur le petit terrain, parce que c'est seulement 800 mètres carrés. Hein. L'immeuble, on le voit de la rue, on en a tellement parlé. C'est seulement 800 mètres carrés. Tout le monde n'a pas 800 mètres carrés. Dites-moi, oui, maître. Mais ça faisait, c'est un projet. Je veux que les gens le sachent. C'est un projet de plus de 20 ans. Une jeune fille qui devient avocate, qui choisit d'aller dans une ville comme Gaoundéré, ou une ville qu'on appelle une ville perdue. Une jeune fille des villes, élevée comme j'ai été élevée, qui s'en va dans une ville comme celle-là. Ça veut dire qu'elle en veut. Et qui y va de 87 à 92, ça veut dire qu'elle en veut, et qui constitue une clientèle, une bonne clientèle de société, et qui est réputée dans la ville de Ngaoundéré à Garoua, à Maroua, ça veut dire qu'elle en veut, et qui décide, après ça, de rentrer, s'installer à Douala,
pendant que je suis en Gaoundéré, je paye cher des formations à Paris. Parce que les gens se disent, mais elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Plus que qui? Mais moi, je leur dis amicalement, je me suis battue comme mes parents m'ont appris à me battre. Et aujourd'hui encore, à Paris, je continue de me former pour être un peu plus, pour ajouter un plus à mon titre d'avocat au barreau de Paris, mais aussi au barreau du Cameroun. Ah, vous êtes toujours inscrite au barreau de Cameroun? Bien sûr. Mais vous avez la double nationalité, vous avez cette chance-là, vous les femmes. Vous avez la double nationalité. Cette double nationalité est de droit. Pour vous les femmes? Pour les femmes. Il faut que les femmes camerounaises sachent que lorsqu'elles épousent un étranger, elles ont le droit d'acquérir la nationalité de leur conjoint et qu'elles ont le droit de garder leur nationalité d'origine, sauf si elles décident d'y renoncer. Il n'y a que les hommes qui n'ont pas le droit, hein, Joël. C'est un pays bizarre quand même. Oui, la discrimination. Que les hommes se battent, parce que cette discrimination-là, elle n'a pas de raison d'être. En espérant que la Cour constitutionnelle qu'ils ont mise en place va au moins se pencher sur cette discrimination-là. C'est de la discrimination. Et je trouve d'ailleurs que on ne coupe pas son enfant en deux. Non. Moi, je ne suis pas moitié française, moitié camerounaise. Je suis à 100% française et fière de l'être. Je suis à 100% camerounaise et fière de l'être. Et quand j'ai été convoquée au tribunal, chaque fois qu'on a dit nationalité camerounaise, les tribunaux du Cameroun ont jugé une femme camerounaise, une avocate camerounaise, qui n'a jamais renoncé à sa nationalité camerounaise et qui refuse de renoncer à sa nationalité camerounaise. Dites-moi, voici 2 ans que vous avez été libéré jour pour jour, 4 juillet, pardon, 2016, c'était sous Obama, ça. Et un jour très important, le Independence Day, je l'ai appelé mon Independence Day à moi. Bon, alors 4 juillet 2016, 4 juillet 2018, 2 ans jour pour jour. Êtes-vous retourné au Cameroun entre-temps? Non, parce que... Non, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer, hein? Non, je m'explique, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai un père là-bas qui souffre. J'ai de la famille là-bas qui souffre. J'ai des neveux et nièces qui comptaient sur moi, dont je m'occupais. J'ai plein de gens qui ont toujours compté sur moi et puis qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans moi. Je ne dis pas que je suis irremplaçable, mais qui ont grandi sans moi. Mon frère est mort sans moi, de douleur. Et quand on sait qu'obtenir un visa pour venir en France, même pour un court séjour, c'est un parcours du combattant pour les Africains. Déjà, la façon dont, vous savez, c'était compliqué la sortie, ma libération, vous savez très bien que sans l'intervention du président François Hollande... il a travaillé cette fois-là? Je pense qu'il a toujours travaillé et que parfois il a été mal compris. J'étais pas... Mais en ce qui me concerne, tous les services français ont fonctionné à 100%. Des consuls qui ont fait leur travail, Madame Cheminel, Astrid, Monsieur Bertrand Caillot qui l'a remplacé, l'ambassadeur Bruno Guin, l'ambassadrice qui était là et qui m'a protégée pour pouvoir ma sortie, Christine Robichon, les ambassadeurs des droits de l'homme au Quai d'Orsay qui ont suivi ces affaires. Il y a d'abord eu l'ambassadeur, un grand monsieur, François Zimret, remplacé par une grande dame, Patricia. Je dis merci à toutes ces cellules, les cellules Afrique, du Quai d'Orsay, de l'Élysée, toutes ces personnes qui ont travaillé, tous ces ministres qui ne venaient pas en mission au Cameroun sans un message, toute cette chaîne du CLDP. Pas seulement. Il y avait toute une chaîne. Il faut séparer. Toute une chaîne. Il se retrouvait quelque part, mais les actions étaient séparées. Le CLDP est une organisation de société civile. Et donc, elle n'agit pas comme les diplomates, elle n'agit pas comme les politiques. Je ne finirai pas sans citer le sénateur des Français au Cameroun, Jean-Yves Lecomte. Qui avait d'ailleurs écrit une lettre à la Société Générale de Banque. Hein. J'ai cette lettre-là de ici. Il n'a pas écrit une seule. Jean-Yves Lecomte, effectivement, avait écrit, je crois que c'était le 4 mars 2015, donc
un peu plus d'1 an avant votre libération. Voilà. C'est moi qui leur dis merci à tous parce que j'oublie mes amis, mes sœurs, féliciter Esther Gisèle Bétaéné qui a bravé. Est-ce que vous pouvez imaginer, si vous connaissez Kondengui, une personne qui vient tous les jours? Ma feu grande sœur y allait rendre visite aux prisonniers, leur apporter à manger et me détailler ça. Avec Claire Dissamba Mimboé, que je salue si elle me regarde. Oui, je l'ai vu aider beaucoup de jeunes femmes. Je la salue également parce qu'on a eu à se rencontrer. Voilà. Toutes les aides. Peut-être vous avez rencontré ma sœur sans savoir c'était ma sœur. Une jeune femme, petite de corps, Janie Laure, ou Janine on l'appelait. Elle est décédée il y a 5 ans maintenant. Elle y allait régulièrement. Je suis désolée. Et indirectement, est-ce que je peux le dire? Je ne sais rien par rapport à ce que les autres ont fait. Indirectement, j'ai financé dans la grande sœur pour aller en prison, apporter à manger. Mais il faut toujours le dire parce que c'est cette solidarité qui sort. Vous savez, même nous les prisonniers en prison, je dis prisonnier maintenant, mais quand j'y étais, je n'acceptais pas qu'on me traite de prisonnière. Et il m'est arrivé de dire à un gardien, soit vous m'appelez madame, soit vous dites maître. Sinon, je ne vous réponds pas. Oui. Mais ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait après. Quand je vous parle des violences et des viols, vous savez, pendant les fouilles et tout ça, soi-disant, ici en France, et je veux en profiter pour lancer un appel à toutes les Camerounaises qui passent par les polices judiciaires, par les cellules des polices judiciaires ou gendarmerie ou GSO, à qui on fait subir des choses pas possibles, et dont certaines sont violées. J'en ai vu à Kondengui, beaucoup se confiaient à moi. Et même lorsqu'il y a ces fouilles-là, ces fouilles de soi-disant téléphone, parce que quand moi j'y allais, mais alors, le téléphone, mais c'était quelque chose. Quand il venait à n'importe quelle heure avec des bruits de bottes, pour chercher un petit téléphone, si vous avez un téléphone, si vous avez je ne sais pas trop quoi, mais votre cœur pouvait s'arrêter. Et il y a des femmes qui sont tombées évanouies comme ça, par peur, par la violence de ces choses-là. Et ces fouilles au corps. Vous savez pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que moi-même j'ai dissimulé cela. J'ai refusé d'admettre que c'était des viols. Je veux dire à ces femmes et à ces jeunes femmes camerounaises que personne n'a le droit d'introduire ses doigts dans leurs parties intimes sous prétexte qu'on les fouille. C'est ce qui s'est passé donc? C'est ce qui se passe. Vous avez subi cela? Oui. Et ça, et surtout pas, oui, au début, en 2012, et c'était des équipes mixtes, ils appellent ça des fouilles mixtes de gendarmes et de policiers qui viennent dans une prison alors qu'il n'y a pas d'émeute. La police, la gendarmerie, l'armée n'a pas sa place à l'intérieur d'une prison, puisqu'il y a des gens et du personnel formés pour ça. Ils ne peuvent être appelés que quand il y a peut-être une émeute ou quelque chose de ce type. En plus, ils sont formés. Mais pendant ces années-là, mais alors c'est fouilles. Voilà. De gendarmes en pleine cour qui vous tirent votre pantalon, parce que même là-bas, je m'habillais en blue jeans tout le temps. Manque de peau, ce jour-là, j'étais en survêtement parce que j'essayais de faire mes exercices dehors. C'est du viol. C'est un viol. Ce que je vais vous dire... C'est trop de violence envers les femmes, envers les enfants, envers des hommes, envers des jeunes. Ouais. Ce que je vais vous dire là, c'est pas la décharge du Cameroun. Sachez que même sur le territoire français, cela se fait. Oui. Je suis celui qui a introduit les associations en zone d'attente à Roissy il y a 17 ans. C'était le mercredi 21 mars 2001, alors que j'étais moi-même détenu en zone d'attente à Roissy, et j'ai fait venir l'ANAFE dénonçant les services corporels et les viols. Donc ce que vous décrivez, d'accord, c'est décuplé au Cameroun, mais ça se passe aussi en Occident. Au moins vous avez pu changer ça. J'ai pu, bon, je ne vais pas me glorifier, mais c'est écrit dans mon livre, ils ont vendu mon frère, je le dis, que vous lirez sans doute. L'avantage en France,
c'est cette liberté de se battre pour ses droits. Et ça, moi j'ai revendiqué ma liberté au Cameroun de me battre pour mes droits. Ça m'a coûté cher, ça aurait pu me coûter la vie, mais je suis en vie. C'est en réalité, c'est cette liberté-là que des organisations comme les nôtres voulons diffuser au Cameroun. Parce que l'avantage, ce que Lydienne et Modeste, elle ne le dit pas assez, c'est que Lydienne nous donnait, elle nous donnait le tempo. Elle arrivait à nous donner le tempo de la prison, de savoir comment on gère un dossier comme le sien. Elle nous disait, à tel moment, est-ce que vous savez que telle personnalité va venir au Cameroun, telle personnalité sera là, et nous, on jouait notre rôle de pitbull. Il faut assumer à un moment. Alors là, je sens qu'il y avait plus de chien. S'il était enfermé, vous avez toutes ces informations. Il faut savoir je devine ce que vous avez. Et c'est pourquoi je tiens à le dire, parce que parfois les gens pensent qu'une organisation comme la nôtre fonctionne simplement pour faire... Non, il faut qu'à l'intérieur, on sente que la personne n'est pas dans une forme de résignation et qu'elle se bat à la main. Elle donne tout ce qu'elle peut pour sortir de ce qui est un fait accompli. Parce que quand on te met à Konangui, c'est pas pour te dire, c'est te faire comprendre qu'il n'y a aucune autre forme de recours. Et le problème avec ces prisonniers dits de luxe est celui-là, c'est que beaucoup sont dans une espèce de résignation, y compris quand vous les défendez, ils n'assument même pas que vous osez les défendre. C'est ça qui est terrible là-dedans. Et Lydienne était l'une des rares, et je peux citer une autre personne qui est Mara Famidou Yaya, qui sont là, ne sont pas résignés, qui vous dit... Yves Michel. Et Yves Michel Faucho. Comment va monsieur Marafa Tamidou? Marafa va comme il peut aller. Il faut savoir que Marafa a été fouillé justement dernièrement à la suite de la déclaration faite par l'ambassadeur américain. On a désigné Marafa une fois de plus comme l'homme des Américains. C'est lui le et il a fait l'objet d'une fouille sauvage. On a tout pris dans sa modeste cellule au CED. Ils ont installé des brouilleurs qui font que il ne peut même plus avoir la moindre communication externe, y compris. Oui. Parce que logiquement, les communications, en fait, les communications sont interdites. Quand j'arrive en prison en 2010, c'est très difficile de communiquer. Imagine. C'est le système D. Oui. Le système bismuth, comme on dit ici à Paris. C'est vraiment le système D. Mais même avec ça, ces petits signes-là sont très importants. Parce que quand vous défendez une personne comme ça, vous savez qu'il y a, y compris quand une autorité, on parlait de Jean-Yves Lecomte, lorsqu'il allait au Cameroun, on savait que lorsqu'il allait voir Lydienne, il n'allait pas voir une tierce personne et que ce qu'on avait dit à Jean-Yves Lecomte ici, c'est exactement ce qu'il allait avoir auprès de Lydienne. Donc il n'y allait pas avoir de double discours. Et ça c'est très important. J'ai reçu la visite à Konangui, outre celle des consuls que j'ai cités, qui ont été extraordinaires. De l'ambassadeur français des droits de l'homme, François Zimray, qui est maintenant ambassadeur au Danemark, ambassadeur de France au Danemark, qui a fait le voyage au Cameroun lors de ses voyages et qui est venu jusqu'à Konangui. Ensuite, celle qui l'a remplacée, Dominique Sopor et tout ce monde-là, Honorine, ils sont tous venus. Honorine, Honorine, je l'appelle ma petite sœur, parce que, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Elle a toujours été là et elle reste ma petite sœur. Je remercie Michel Thierry à Tangana pour l'action qu'il a menée quand il est rentré au Cameroun, du Cameroun, parce que en secret, lorsqu'on communiquait, alors qu'on ne s'est jamais vu, qu'on ne se connaissait pas auparavant, on s'était promis que celui qui sort ou celle qui sort le premier ne lâche pas, se bat pour l'autre. Il a fait ce qu'il a pu, il a fait jusqu'au niveau où il a pu. Et pour ça, moi, tout le monde, toutes les personnalités, petites ou grandes, qui ont posé le moindre acte de soutien, même ceux qui ne m'envoyaient que des messages de soutien, ont mon infinie gratitude. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas le temps de vous citer tous
tout le monde, parce que ma famille, elle a été extraordinaire. Il va falloir mettre qu'on arrête là, car on n'a plus du tout du temps. Okay. Et là, ça a été... Maître, sachez que vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez, vous passez un coup de fil si vous le souhaitez. Je serai très heureux de vous recevoir une fois de plus. Je ne suis pas sûre de passer un coup de fil. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et vous revenez quand vous voulez sur ce plateau, vous vous exprimez. JMTV+ est réservé à tous ceux qui veulent prendre la parole. Est-ce que je peux envoyer un mot de soutien à tous mes camarades ministres, parce que tout à l'heure j'ai cité les petits, mes fils et mes filles. Alors allons-y, faisons-le très vite en 30 secondes. À tous ceux que j'ai laissés à Kondengui et qui se reconnaissent, qui sachent que on les oublie pas. On les oublie pas. Et que nous espérons qu'ils recouvreront la vérité, la liberté qu'ils méritent très rapidement et bientôt. J'ai également oublié quelque chose de très important. Dites-le vite, maître. Je le dis très vite parce que ma réhabilitation, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais la réclamer au Cameroun. Je demanderai tôt ou tard la révision de ce procès. Parce que pour l'instant, je suis libre, mais pénalement, je reste condamnée. Et donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est discuter avec le Cameroun. On n'est pas obligé de se bagarrer tout le temps, de se battre tout le temps. Quand on tend la main et qu'on dit discutons pour sortir de tel engrenage, il faut qu'il y ait des gens dans ce pays qui comprennent que, à un moment donné, il faut discuter pour évoluer. J'ai entre mes mains des éléments. Ils ont peut-être entre les mains des éléments, mais pas contre moi, mais seulement la force. Mes comptes sont toujours bloqués. Mes biens sont toujours mis sous scellé. Vous m'avez demandé tout à l'heure si je repartais au Cameroun. On ne m'a pas restitué mon passeport camerounais. Bien sûr, je peux voyager avec mon passeport français. Mais ma sécurité n'est pas garantie au Cameroun. Qui me garantira qu'une fois arrivé au Cameroun, n'importe qui ne va pas se lever pour dire on l'accuse encore de telle ou telle chose. On va voir comment est-ce que le président Macron va encore venir la chercher au Cameroun. Qui peut me garantir cela? Quand on ne peut pas se sentir en sécurité dans son propre pays, c'est grave. Et je comprends ceux qui partent. Et je comprends ceux qui restent, qui résistent. Parce que c'est leur pays. Parce qu'ils attendent un changement. Et nous aussi. Un état de droit, véritable état de droit, sans tricherie, organisé. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire à mes amis, parce on était pratiquement une famille de gens qui souffrent. Quand on souffre ensemble, il y a des liens qui se créent, on a beau dire, qui sont profonds. Que ce soit ceux qui sont à Kondengui, que ce soit ceux qui sont au CED, qui sachent que pas un seul jour ne passe sans que je pense à eux. Et que je ferai toujours tout ce que je peux, voilà, pour aider à faire en sorte que le droit et la vérité évoluent et que les gens retrouvent la liberté. Mais encore une fois, et ça, ce sera peut-être mon combat un jour, cette prison de Kondengui doit être rasée. Ce n'est pas une prison. Elle ne mérite pas de détenir des êtres humains. Les êtres humains ne sont pas des animaux. Et si le Cameroun a besoin de sécurité, toute cette jeunesse entassée à Kondengui, garçons comme filles, entassés comme des animaux, qui dorment par terre, qui mangent dans des poubelles, déjà des poubelles de poubelles. Toute cette jeunesse qui est enfermée, qui n'a pas droit à la justice, qui est oubliée. Tous ces enfants, ces jeunes, c'est la jeunesse du Cameroun qu'on détruit. Et c'est l'insécurité qu'on crée. Parce que quand vous avez enfermé un jeune dans une prison pendant des années, sans que parfois il sache même pourquoi, ou alors pour un petit larcin de rien du tout, alors qu'il était adolescent, quand vous l'avez enfermé des années, sans qu'il sache même, sans qu'il comprenne même à un moment donné pourquoi il est là, mais il acquiert des réflexes de survie, comme dans une jungle. Et après que les gens ne s'étonnent pas que ces jeunes-là soient violents et qu'ils deviennent dangereux quand ils sortent.
Surtout qu'il n'y a aucun accompagnement. Aucun accompagnement. Des gens qui sortent de prison au Cameroun n'ont aucun accompagnement. Vous m'avez parlé de certains. Beaucoup meurent plusieurs mois, quelques mois après avoir été libérés. Et on ne fait pas de statistiques. Beaucoup sont morts en prison. Je l'ai dénoncé. Beaucoup ont été jetés dans des fosses communes parce qu'il n'y avait plus de famille, parce que certains ne savaient même pas qu'ils avaient une famille quelque part en prison et que les corps restaient là et pourrissaient là. Et c'est de là que, c'est de ces corps-là que le poison dont je parle est fabriqué. Je le sais. J'ai vu des gens être punis. J'ai vu des détenus être punis parce qu'ils jouaient avec ce poison-là. Parce que c'est un commerce. Parce que c'est indélébile, d'après ce qu'on dit. Et j'ai reçu la visite un jour d'un journaliste, un de vos confrères, dont je ne citerai pas le nom, qui est venu pour un court séjour à Kondengi. Je ne sais pas si c'était pour me passer le message. Si c'était pour me faire peur, ou si c'était pour m'aider, qui m'a dit, attention, ce système-là, des gens utilisent ce poison-là qui recueillent ici. Sur les corps. Sur les corps. C'est quoi ce poison-là? Ah, ils ont, je sais pas ce qu'ils savent, ils retirent ça avec une seringue. Dans les corps, c'est un liquide corrosif dans des corps. Oui, et qui peuvent mettre dans votre bouteille d'eau fermée, hein, à tout moment. Qui peuvent mettre dans votre nourriture, qui peuvent mettre, voilà, ils le savent. Wow. Et les autorités le savent. Ils me diront que je dis n'importe quoi, qu'il n'y a pas de preuves. Mais les morts, on peut les compter si on veut. Les morts de Kondengi et les morts empoisonnés. Les gardiens de prison, je remercie ceux qui m'ont traité avec bienveillance. Parce que parfois, ils n'ont pas le choix. Finalement, ils se retrouvent à vivre sur le dos des prisonniers. Tellement leurs conditions sont exécrables de travail. Ils vivent les mêmes conditions en réalité que les détenus. Sauf que eux, ils peuvent sortir et rentrer chez eux de temps en temps. Vous voulez dire que les gardes prisonniers sont en fait des prisonniers aussi? Non, ils ne sont pas des prisonniers, mais leurs conditions de travail non, elles sont plus que pénibles. Elles ne sont même pas imaginables dans un pays normal. Et puis, cette odeur de ces fosses, de ces seaux transformés en fosses septiques, parce qu'il n'y a pas suffisamment de toilettes. Moi, j'ai failli mourir de ça. Je me bouchais le nez. J'étais ridicule avec ça. Tout le monde se moquait de moi parce que j'avais tout le temps un cache-nez. Même quand je faisais mon sport. Mais je ne sais pas si ça empêchait quoi que ce soit. Parce que ces odeurs-là, ces vidanges-là, quand je me suis renseignée dans on appelle ça le péril fécal, en langage scientifique de l'OMS, le péril fécal, les prisonniers de Kondengi sont exposés à ce péril fécal tous les jours et personne n'y échappe. Tous les jours. On vide ces matières-là dans les fosses qui traversent toute la prison. Et lorsqu'ils font cette opération-là, il ne faut surtout pas y être très tôt le matin ou à partir de 17 h. Parce que ceux qui l'ont vécu, même certains de vos collègues peuvent en témoigner. C'est insupportable et c'est partout. J'avais l'habitude de dire à mes correspondants, parfois je leur disais, si je pouvais simplement mettre les odeurs que je respire dans une bouteille pour que vous respiriez ça. Parce qu'on ne peut pas les décrire. Elles sont indescriptibles. On ne peut pas faire vivre des êtres humains dans des conditions pareilles. Et c'est des personnalités qui ont un domicile, qui ont servi l'État, qui soient poursuivis. D'accord, personne n'est au-dessus des lois. Mais pourquoi n'ont-ils pas le droit d'être chez eux, dans leur maison? Pourquoi faut-il passer 5, 10, 20 ans en prison pour être jugé et surtout pour être condamné? Il y en a même qui y sont,
qui ont été condamnés. Et là, je parle de mon grand frère, le député. Il a été condamné à 10 ans avec Kandé, à 10 ans d'emprisonnement. Il n'est même pas encore jugé à la Cour suprême qu'il a déjà, que je pense qu'il a déjà fait les 10 ans. Puisque moi, j'y suis arrivée, il y était déjà 2 ans auparavant. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Oui. Il a déjà purgé ses 10 ans et il y est toujours. Je pense j'espère qu'il n'y est plus, qu'il n'y sera plus. Et j'espère apprendre très rapidement que personne n'y est plus, que le Premier ministre Sinoni n'y est plus, que le ministre d'État Bebara, Tangana Bebara n'y est plus, que le ministre Langela n'y est plus. Je ne fais pas de politique, hein. Que ceux qui viennent de rentrer, eh ben, qui peuvent être jugés en étant chez eux. Il y a plein d'autres moyens d'enquêter, que la liberté est le principe, c'est ce que dit la loi camerounaise. L'emprisonnement, l'exception. L'emprisonnement, l'exception. Maître, vous revenez quand vous voulez. Je vais ici confesser devant vous, chers téléspectateurs. Vous savez combien j'ai reçu de personnalités sur ce plateau de JMTV+. Je n'ai jamais aussi souffert. Jamais. Je me demande comment vous avez fait pour tenir. Et je ne vous dis pas tout. Vous êtes courageuse. Merci. Il serait bien de mettre tout cela dans un livre. Oui. Je ne suis pas encore prête. Oui. Sentez-vous libre quand vous serez prête. Nous serons là, Joël, je suis sûr, et moi, et même mon ami éditeur ou d'autres, pour vous aider là. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais bon. Je crois que c'est la force... La force de caractère. Est-ce que vous croyez encore au Cameroun? Dites-le, c'est votre mot de conclusion. Vous croyez encore à votre pays? Mais c'est mon pays et je me dois de croire en ce pays-là qui a tellement de potentialité, qui a une jeunesse tellement vive, tellement intelligente. Vous savez, tous ces jeunes-là qui m'appellent maman, parfois ils m'expliquaient, parfois je leur disais, mais qu'est-ce que tu as fait pour être en prison? J'ai fait du recel. Mais pourquoi tu as fait ça? Pas comme ça, pour me débrouiller. Mais tu peux faire autre chose, non? Tu as des bras, tu as des jambes, tu as une tête. Et je reçois des messages, même d'ici. Même d'ici. Pour ceux qui ont été libérés, qui essaient de me faire savoir que maman, j'ai changé. J'ai écouté tes conseils. Je ne fréquente plus n'importe qui. J'évite la police. Parce que dès qu'il y a un crime commis quelque part, qui on va chercher? Les pauvres jeunes qui se baladent dans le quartier, qui n'ont rien à faire parce qu'ils n'ont pas de famille, c'est eux qui se retrouvent très souvent accusés. Je ne dis pas qu'ils sont tous innocents. Mais ce que je dis, c'est que c'est eux qui écopent, c'est eux qui payent, c'est eux qui sont emprisonnés. Et puis les autres, à qui on demande de payer. J'ai reçu tellement de confidences en prison. De magistrats qui demandaient aux gens, oui, de magistrats qui demandaient, et j'ai vécu ces choses-là, qui disent, dites à votre père ou à votre mère de venir me voir, dites à tel de vendre sa maison, dites à tel de me donner, d'envoyer de l'argent, et vous allez être libérés. Et ceux-là qui se soumettaient à ça étaient souvent libérés. Alors, j'avais des doutes, j'ai eu des doutes pendant longtemps, parce que je passais mon temps à dire, non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est possible. Mais oui, c'est possible. Vous décrivez là le Cameroun. Je ne sais pas si c'est tout. Vous êtes sûr que c'est le Cameroun qui a ce drapeau vert ou jaune là? Vous avez vu le drapeau? Oui, c'est pas celui. Bien ce pays-là. C'est pas celui que mes parents ont connu, qui avait un sens extraordinaire de la dignité. C'est pas celui qui diplômait, qui donnait des diplômes à l'époque, qui était tellement au mérite, qui était tellement privilégiés quand ils arrivaient. Moi, je me souviens, j'étais déjà avocate quand je vais m'inscrire à Paris 2. J'ai mon diplôme de l'université de Yaoundé. Ah non, il n'y a aucun problème avec l'université de Yaoundé. Mais aujourd'hui, allez encore vous inscrire dans les grandes écoles avec les diplômes de l'université de Yaoundé. On va vous regarder à la loupe. On va se demander si vous n'avez pas acheté ces diplômes-là. Et pourquoi est-ce qu'on salit un si beau pays? Pourquoi est-ce que ce système-là, on peut, avec la volonté de tous, on peut le changer. Si les personnes qui détiennent le pouvoir, et je crois qu'il y a une seule personne quand même qui détient le pouvoir, puisque c'est cette seule personne
qui a été convaincu de me libérer et qui l'a fait pour tenir la promesse qu'il avait faite au président François Hollande. Et tous ces gens qui l'ont critiqué parce qu'il reprenait le dossier, les faits, etc. Moi, j'ai été ravie de l'entendre. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais accusée par M. Amadou Ali et les autres. Le ministre Amadou Ali qui m'excuse, parce que là-bas, on aime bien les titres. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ou vice-premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, avait estimé que je n'avais même pas mandat pour pratiquer la saisie de 2 milliards. Et quand le président de la République s'est exprimé lors de cette conférence de presse, il a dit, elle a été mandatée pour aller... Bon, sauf que peut-être qu'on ne lui a pas bien expliqué la chose, parce que je n'étais pas mandatée pour aller chercher de l'argent à la BA. Le ministère des Finances n'a pas besoin de mandater un avocat pour aller chercher de l'argent à la BA. J'étais mandatée dans une procédure que vous connaissez, et j'ai pratiqué, la saisie selon les règles, et la BA a procédé à ce reversement selon les règles, parce qu'elle a bien vérifié de ne pas être hors la loi. Donc le président, quelque part, moi je n'ai pas eu la même écoute que d'autres. Je pense qu'il m'a réhabilité en le disant, et comme il a dit simplement que elle a reversé qu'une partie, et qu'il n'a pas expliqué pourquoi je n'ai pas reversé l'autre partie, et que tout le monde est parti en conjecture, moi je pense qu'il sait que je n'ai pas volé l'autre partie, et que c'est la raison pour laquelle il a signé ce décret de remise de peine. J'aurais préféré, et c'est ce que je lui demande. À un moment donné, on m'a dit pourquoi elle ne veut pas demander la grâce présidentielle. Non, je ne pouvais pas demander la grâce présidentielle. Mais je lui ai dit que s'il pouvait accorder une grâce amnistiante, j'ai trouvé ce mot-là, une grâce avec amnistie, hein, dont beaucoup auraient pu profiter, c'eût été une bonne chose. Et moi, si j'ai un message à passer au président de la République du Cameroun, il est là-bas. Je me permets, avec tout le respect que je lui dois, il a le pouvoir de rétablir certaines personnes dans leurs droits, de réhabiliter d'autres. Tout le monde a le droit de se tromper et d'être trompé. Il a le pouvoir d'amnistier les gens, de remettre les choses à plat, des choses qui ont mal commencé, des procédures qui sont viciées et qui le seront toujours, toujours. Alors à un moment donné, il faut remettre les choses à plat. Et moi, si j'ai une demande à lui faire, indépendamment de mon cas personnel, qui mérite réhabilitation, je demande, parce que je fais toujours partie de ceux qui ont besoin, soit d'une amnistie, soit d'une révision du procès. Donc, c'est, Monsieur le Président, si vous m'écoutez, j'espère que vous m'entendrez, c'est une prière pour tous les Camerounais, pour nous tous, pour vos enfants. Parce que ce qui arrive, ce qui s'annonce, moi je suis inquiète. Quand mes frères anglophones souffrent et meurent, quand certains veulent quitter la République, quand certains veulent l'indépendance. Je ne suis pas politicienne, je n'ai jamais fait de la politique. Je suis simplement un membre de la société civile qui vous dit, Monsieur le Président, écoutez vos enfants, écoutez-nous. Merci. Cher Joël, veux-tu ajouter quelque chose avant que je clôture, sachant qu'il n'y a que cette caméra qui marche, donc celle-ci. Rien ajouter. Qu'est-ce que je peux ajouter? Simplement merci Lydienne, parce que c'était pas un exercice facile. Et Lydienne a eu un processus de reconstruction exceptionnel. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Et c'est tout ce que nous souhaitons souvent lorsque nous nous engageons dans ce processus qui est souvent très difficile.
Et nous le souhaitons d'autant et nous le montrons en exemple pour ceux qui sont encore en prison, pour leur dire qu'il y a une vie après la prison. C'est tout ce que j'avais à dire. Chère Lisiane Eyoum, vous me permettez de vous appeler ainsi. Merci beaucoup d'être venu nous confier votre histoire. Sachez, j'en suis certain, que beaucoup de Camerounais et d'Africains vous redemanderont, je vous transmettrai, car ils auront certainement des questions à vous poser. Je serai très heureux que vous reveniez répondre à leurs questions, car votre histoire doit être partagée afin que de telles histoires n'arrivent plus jamais. Je touche du fer ou de toucher du bois, comme on dit en France. Merci du fond du cœur et vous êtes une femme courageuse. C'est moi qui vous remercie. Et qui remercie tous ceux qui m'ont accueilli, tous ceux qui m'ont aidé. Merci à tous. Un peu partout au Cameroun, en France, dans le monde. Je n'ai même pas cité Saskia. Vous ne pourrez pas citer tout le monde, malheureusement. Ma consoeur de Genève, qui était là tous les jours. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que vous n'avez pas coulé des larmes à la maison, même si vous l'avez fait, vous avez le droit. Car rester indifférent à une telle histoire signifierait être tout simplement inhumain. Comme je vous dis souvent, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane. Et je vais vous dire cette phrase-ci, que je dédie, que je note dans mon bouquin à tous ceux qui l'achètent. J'émets le souhait qu'un jour l'État des États, de nos États, soit enfin en bon état. À très bientôt. Au revoir. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.